Ça devrait être mieux là. Pour le son du micro. Non, je parle pas par le nez en fait. C'est l'application de modification de voix qui arrive pas à capter ma voix ce soir. Donc bonne nouvelle, j'ai réussi à la faire fonctionner. Le truc c'est que elle fait bugger. Comment il peut avoir un écho ? J'ai un écho sur le micro ? Ok. Est-ce que j'ai encore un écho sur le micro ? J'ai tout coupé. C'est pas grave, hein, pas d'application. Hein. C'est pas grave. Bon, déjà, est-ce que vous avez passé une bonne semaine, le temps que je règle le son, tout ça ? Est-ce que depuis mardi, ça va ? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. C'est que depuis mardi, est-ce que ça va ? Oui, ce soir, il y a Roll and Play. Premier épisode de l'arc. Ils ont dévoilé le nom, mais j'avoue que je m'en rappelle plus. Donc ça va être cool. Donc ce soir à 20h. Ça va être super. Ce soir, nous, avant Roll and Play, alors c'est sûr que je ne peux pas surpasser Roll and Play, mais avant Roll and Play, on va faire du Cthulhu. Donc si vous aimez frissonner, ça va être la soirée. Est-ce qu'au niveau du son, on est mieux ? Ça, c'est important. Ok, déjà, si on est mieux au niveau du son, c'est l'important. Vous entendez la musique, on est mieux au niveau du son et on est bien. La semaine s'est bien passée aussi. Moi, ça a été cool. Les cours sont bien passés. Donc, ça, c'est important. Ma musique est plus forte que ma voix. C'est parce que la musique, elle donne tout, là. Est-ce que c'est mieux, là ? Est-ce qu'on est mieux ? Ou pas du tout ? Oui. Donc la semaine s'est bien passée et on va faire en plus de l'horreur ce soir. Donc ça va être sympathique. Voilà. J'espère que aussi vous êtes remis de la session de Gary de mardi. Session qui nous a bien énervés. Donc ça a été compliqué. Donc j'espère que ça va mieux. J'ai toujours pas regardé la fin. Donc je peux pas vous expliquer la fin de Gary. Mais ça a été... J'ai hâte quand même de vous faire un petit topo de ce qui s'est passé et de la fin. Tom et Eleanor, t'es toujours trigger de Gary ? Ouais, ça c'est sûr. Je peux comprendre, c'était compliqué. C'était compliqué, cette session a été très très compliquée. Elle nous a bien énervés. Et ça a été pas facile. Voilà. Et d'après toi, comment ça va être ? Un petit pronostic sur cette édition de l'appel de Cthulhu qui nous fait vivre les histoires de Lovecraft. Est-ce que allez, vous allez penser que
Mortel, mais Railroad, ah ça c'est sûr. C'est sûr que ça peut être mortel. Est-ce que ça va être plus mortel que Gary? C'est toute la question, hein. Parce que franchement, au niveau mortel, Gary, il était bien, bien, bien énervant. Donc est-ce que ça va être plus mortel? Ou est-ce que justement on va pouvoir avancer dans l'histoire sans trop mourir? C'est aussi toute la question. Ça c'est vraiment... Je sens la frustration de la mort dans la fin d'un Cthulhu. Ah ben ça c'est sûr. Après ça va nous faire vivre les histoires de l'appel de Cthulhu. Donc vu qu'on connaît l'histoire, peut-être que ça va nous influencer dans les choix, on ne sait pas. Et justement, est-ce que ça va être assez bien fait pour que les gens qui connaissent l'histoire ne soient pas influencés et soient surpris? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que ça va être... Bonjour la petite cerise lapine, bienvenue sur le chat. Donc ce soir, on va faire l'appel de Cthulhu, qui est un livre d'horreur. Donc c'est de l'horreur, hein, ce soir. Donc c'est ça, la question que je me posais. Hello Kanchi, merci d'être sur le chat. Est-ce que ce livre va être assez bien fait pour ceux qui connaissent l'histoire et qui vont être surpris? Est-ce que ceux qui connaissent pas l'histoire ça va être bien aussi? Tout ça, on va le savoir ce soir, parce qu'en fait, le but de ce soir, c'est de vivre l'histoire de l'appel de Cthulhu tous ensemble et de faire les choix tous ensemble. Et je suis très ravie de vous voir. Donc, est-ce que vous avez passé une bonne semaine, Kenshi et la petite cerise lapine? Est-ce que ça s'est bien passé? Donc c'est ce que je disais. Oui, pour la petite cerise lapine, ça c'est une bonne chose. Bon, elle n'est pas finie, mais il reste... Alors si vous ne travaillez pas le samedi, moi malheureusement j'ai découvert que je travaillais samedi, j'avais oublié. Voilà, c'est ça d'être une Dory. Bienvenue dans le monde du poisson rouge. Mais si vous ne travaillez pas samedi, demain c'est le week-end. Demain soir c'est le week-end. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Merci Kenshi. Non, en fait, je vous explique, c'est juste que j'ai une formation avec l'équipe samedi. Voilà, je suis dans une association et on a une formation et je l'avais noté dans mon agenda, mais j'avais pas réalisé qu'on était déjà le 6 décembre samedi. Donc voilà. Bonsoir Jess, merci d'être là. Oui, on va être bien sur ce scénario. J'espère qu'il va être bien. Franchement, malheureusement, je crois que j'attends trop de ce livre et du coup, je vais être déçue. Je sens que je vais être déçue de ce livre. Voilà. Je sens que c'est toute la difficulté d'être dans l'attente de quelque chose. Ça, c'est ça. Est-ce que tu as passé une bonne semaine, Jess? Mais Léonore, tu dis non, on a survécu à Gary, ça va le faire. Ah ouais, ah non, c'est sûr qu'après Gary... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui arrivent sur le chat, mardi, j'ai fait un livre qui est un livre de Fibre Tigre, que j'ai là, du coup, qui est Sombre Ressac d'Aria, de l'univers d'Aria. Hop, si je le cadre mieux, c'est peut-être mieux. Voilà. Le problème, c'est que c'est une vraie... c'est que des impasses. Soit il se passe rien, c'est-à-dire qu'on fait des choix, il n'y a aucune conséquence, il se passe rien, on est dans une impasse, soit on meurt. Donc c'est assez frustrant, surtout qu'on ne sait pas ce qu'on fout là. Désolée du terme, hein, mais c'est un peu ça. Alors l'appel de Cthulhu, c'est vraiment l'histoire... en fait, le speech de l'appel de Cthulhu, donc des éditions Choose Cthulhu, c'est dur à dire pour moi, c'est que on incarne les protagonistes des nouvelles originales de Lovecraft et on va affronter ce que les protagonistes des livres ont affronté. Jess, tu n'as
pas, tu as passé, d'après ce que tu dis, une bonne semaine parce que tu n'as pas succombé à la folie ni buté le collègue. Ouais, alors je compatis, je comprends totalement. Quand on ne subit pas trop de points de folie dans une semaine, ça va, ça fait du bien quand même. Voilà, parce que des fois, suivant les collègues de boulot, suivant ce qui se passe, on subit des points de folie. Voilà, on le sait, hein. On connaît tout ça. C'est compliqué. Donc voilà. Bon. Donc voilà, donc on avait fait Aria mardi, ça a été très très compliqué, je me suis énervée sur le livre parce que les choix étaient compliqués. Et, euh, et ça a été énervant, compliqué, et on a décidé d'arrêter en cours de livre, le livre d'Aria, Sombre Ressac, le premier, parce que on n'en pouvait plus. Voilà. Donc mardi prochain, on attaque le deuxième. Donc ça va être assez cool. Donc d'ici là, il faut quand même que je vous fasse le résumé du premier. Ça va être mieux. Et là, on va faire Toulouse. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Est-ce que vous êtes prêts à perdre des points de folie là? Ah, Mélianor, tu nous dis oui. Kenshi pour du Lovecraft. Ah. Mais oui, Lovecraft, c'est la vie, c'est trop bien. En soi, alors, avant de commencer, en soi, l'écriture de Lovecraft, elle est pas folle, mais j'aime bien son univers. Je trouve qu'il s'est amené un univers sympa. Voilà. Allez. C'est lourd à lire? Oui. Alors j'avoue que je ne les ai pas lus, je les ai écoutés. Voilà, voilà. Vous savez tout. J'ai pris les audiobooks. Oui, je vois Kenshi. Oui, mais Méliador, c'est mal écrit. C'est vrai. Allez, c'est parti. On y va. C'est l'hiver 1926, qui est particulièrement rigoureux. Vous êtes installé près des rayonnages bien garnis de votre bibliothèque, chez vous à Boston, dans le Massachusetts. Trop de S et de H. Les journaux ont annoncé de fortes chutes de neige pendant la nuit et vous regardez tomber les premiers flocons par la fenêtre. Votre nom est Francis Welland Thurston. Massage des chaussettes? Oui, oui, massage des chaussettes. C'est un nouveau pays, c'est top. Vous travaillez à l'université Brown de Providence, dans lequel l'État de Rhode Island. Oula, mais mon cerveau, il n'y arrive pas aujourd'hui. La lecture va être longue si ça continue comme ça. Attendez, on va remettre le cerveau un petit peu en marche. Allez, on est parti. Et vous profitez actuellement de quelques jours de congé à l'occasion des fêtes de Noël. On frappe à la porte de votre bureau et vous interrompez votre lecture. C'est votre gouvernante qui vous remet un pli que l'on a apporté pour vous. Vous apprenez une terrible nouvelle. George Gamel, Angel, votre oncle, vient de mourir. Âgé de 92 ans, cet historien anthropologue, professeur honoraire en langue sémantique, de la même université que vous, était un homme aimé et respecté de tous. La missive détaille les circonstances obscures de sa mort. Il semblerait qu'il ait été bousculé par un marin noir d'apparence patibulaire.
Ce matelot aurait surgi d'un cabanon sur le quai alors que le professeur Angel débarquait du ferry de Newport. Les médecins attribuent son décès à une défaillance cardiaque plutôt qu'à la chute en elle-même. La lettre vous informe également que vous êtes son unique héritier et son exécuteur testamentaire. Vous êtes attendu par son avocat qui doit vous remettre le jour suivant les biens que votre grand-oncle vous a légués. Vous préparez aussitôt vos bagages pour le voyage. Le lendemain matin, vous prenez le train pour Providence. Après l'enterrement du professeur Angel, vous regagnez votre résidence habituelle à Providence, où vous vivez la majeure partie de l'année. Vous rencontrez l'avocat de votre grand-oncle qui vous remet ce que le vieil homme vous a légué. Étrangement, il s'agit des éléments d'une investigation dans laquelle le professeur était apparemment très impliqué. Devant vous se trouve une curieuse boîte verrouillée. Par chance, on vous confie aussi le trousseau de clés retrouvé dans l'une des poches du professeur après sa mort. Le contenu de la boîte est tout à fait mystérieux. À l'intérieur se trouve un bas-relief d'argile, un manuscrit divisé en 2 parties, une pile de coupures de journaux, ainsi que diverses notes rédigées de la main du professeur. Intrigué par cette singulière collection, vous êtes impatient de mener votre enquête. Se pourrait-il en outre que le contenu de cette boîte soit lié, d'une manière ou d'une autre, à l'étrange décès de votre grand-oncle? Ce n'est pas impossible. Dans ce cas, lequel de ces objets souhaitez-vous examiner en premier? Alors, on examine le bas-relief d'argile, on lit le manuscrit rédigé par notre grand-oncle, ou on regarde les coupures de journaux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous de choisir. Je sais pas. Moi, j'hésite entre les coupures et le manuscrit. Je sais pas ce que vous en pensez. Le manuscrit, allez, on en a 2 pour le manuscrit, on y va. Alors, déjà, il faut savoir que les paragraphes sont beaucoup plus faciles à trouver que dans le livre de mardi. Le manuscrit comprend 2 liasses distinctes retenues ensemble par une ficelle de jute. Les 2 parties affichent le même titre principal, soigneusement tracé dans l'écriture de votre grand-oncle. Le culte de Cthulhu. La première porte en introduction la description suivante. 1925, rêves et œuvres oniriques de A. H. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island. Et la seconde, récit de l'inspecteur John R. Legras, 121 Bienville Street, la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Congrès de la Société américaine d'archéologie, 1908. Note jointe et compte-rendu du professeur Webb. Il semble s'agir de sujets relativement sérieux, étayés par de nombreux documents. Laquelle des 2 parties souhaitez-vous étudier en premier? À moins que vous ne préfériez vous pencher à nouveau sur le contenu de la boîte et commencer par un autre élément. Je vous montre juste l'image parce qu'elle est très jolie. Donc voilà, on a un joli manuscrit. Donc, on peut lire la description du rêve et de l'œuvre onirique d'Henry Wilcox. On peut commencer par le récit de l'inspecteur Legras, examiner en nouveau le bas-relief d'argile ou les coupures de journaux. Que faisons-nous? Que faisons-nous? La description du rêve, le récit de l'inspecteur Legras. Le récit de l'inspecteur, vous êtes en accord là pour l'instant. Allez, partons pour l'inspecteur. Donc je prends les petits feuillets et on y va.
vous décidez de vous pencher sur le récit de l'inspecteur Legrasse qui s'avère fort intéressant. Il y décrit la façon dont il est entré en possession d'une statuette de pierre représentant une figure très similaire à celle du bas-relief de la boîte. L'idole avait été saisie à l'occasion d'une rafle au cours d'un rituel vaudou dans les marais de la Nouvelle-Orléans en novembre 1907. Il évoque également des éléments survenus lors du congrès de la Société américaine d'archéologie de 1908, qui s'était tenu à Saint-Louis. Apparemment, Legrasse s'y est rendu, muni d'une idole de pierre qui avait laissé pantois les érudits présents. Les seules réponses que ces questions étaient venues du témoignage du professeur William Channing Webb, qui avait associé la figure au culte d'une tribu d'Esquimaux dégénérés du Groenland. Après avoir lu le rapport, vous menez votre petite enquête et découvrez non seulement que Legrasse est en vie et travaille toujours comme inspecteur de police à la Nouvelle-Orléans, mais aussi que le fils du professeur Webb, en Angleterre, a poursuivi les recherches de son père. Il vous est donc possible de rencontrer ces deux hommes liés aux investigations de votre grand-oncle. Par lequel souhaitez-vous commencer ? Est-ce qu'on va rencontrer l'inspecteur Legrasse ou le petit-fils du professeur Webb ? Après, on peut regarder les coupures de journaux, on peut faire plein d'autres choses. Moi, j'ai bien envie de regarder le petit-fils pour Jess. Mélanor dit qu'on veut tout lire. Moi, je lirai bien tout. Oui, je vais juste marquer la page pour pas la rechercher. Moi, je lirai bien tout. On va lire les coupures de journaux ? Parce que là, vous n'êtes pas d'accord. Kanchi, il faut que tu départages. Il y a Jess qui dit le petit-fils. Mélanor qui veut tout lire. Allez, on va lire les coupures de journaux. Les coupures de journaux rassemblées par votre grand-oncle en provenance de toutes les régions du monde sont abondantes. Il est question d'un suicide survenu à Londres, celui d'un homme qui s'est levé au beau milieu de la nuit pour se jeter par la fenêtre de sa chambre en poussant un hurlement terrifiant « Ftagan !». On y trouve également une dépêche de Californie rapportant une colonie de théosophes se prépare à un glorieux événement imminent. D'autres articles encore évoquent une effervescence sans précédent au sein des peuplades indigènes en Inde et la multiplication d'orgies vaudou en Haïti. Sont mentionnés les soulèvements inquiétants de certaines tribus des Philippines, la présence de caïmans albinos dans les égouts de New York et un fait divers à Paris où un peintre du nom d'Ardois Bono avait exposé au Salon du Printemps un paysage onirique d'une facture si blasphématoire qu'il avait fallu annuler le festival. Tous les événements décrits dans les coupures se sont produits entre début mars et début avril 1925. Peut-être ces articles referment-ils la clé qui vous permettra de comprendre les recherches de votre grand-oncle. Si vous décidez de suivre la piste des étranges phénomènes qui y sont rapportés, vous devez sans doute visiter certains lieux et entreprendre quelques voyages. Ok, on regarde le bas-relief avant de prendre décision. Donc là, on peut partir en voyage. Donc soit regarder si on a des sous dans le coffre-fort, soit regarder le bas-relief. Donc on regarde le bas-relief, tant qu'à faire. La figure d'argile représente une monstruosité que seule une imagination morbide a pu concevoir. Elle évoque une créature humanoïde à mi-chemin entre le dragon et la pieuvre. Le bas-relief est accompagné de notes manuscrites tracées de la plume de votre grand-oncle, indiquant qu'il n'a pas pu déchiffrer les hiéroglyphes gravés sur la tablette. Malgré ses connaissances et son érudition avérée, il fait également une brève description de l'artiste qui a modelé l'œuvre. Il s'agit d'un certain Henry Anthony Wilcox, domicilié à l'hôtel Fleur de Lys, une pension pour artistes située à proximité de l'école des beaux-arts de Rhode Island.
ce pourrait être une bonne idée de se rendre une visite à ce sculpteur. À moins que vous ne préfériez examiner le reste du contenu de la boîte du professeur Angel. Donc, on a tout vu. En soi, on peut aller voir Wilcox. On peut aller voir l'inspecteur, le petit-fils du professeur Webb, ou partir en voyage, voir si on a des sous pour partir en voyage. Alors désolé, Jess, j'ai vu ton message trop tard. Évite le bas-relief, à mon avis, trop tard. Voilà. Mais pour l'instant, on a passé plusieurs minutes sans mourir. Je veux dire, c'est quelque chose de fou. Voilà. On n'a pas l'habitude, nous. On a l'habitude de mourir à chaque instant, en fait. Qu'est-ce que vous décidez, du coup? Le pognon, il nous faut le pognon, ok. Voir si on a de la moula. Mais c'est pas possible, vous êtes interconnectés, tous, là. Alors, on va au coffre-fort, du coup. On considère que la majorité l'emporte. Certes, vous disposez de rondelettes économie, mais il y en a 10 ans qu'on traîne ensemble, quoi. Ah oui, ça se voit. Certes, vous disposez de rondelettes économie, mais suffiront-elles à financer des voyages dans des contrées reculées telles que l'Inde ou l'Afrique, d'où les nouvelles sont également nombreuses. Par ailleurs, vous êtes américain. Il vous faudrait être suicidaire pour visiter l'Amérique latine ou Haïti. Vous jugez donc plus avisé de vous cantonner au territoire nord-américain ou tout au plus de vous rendre en Europe. Le cas des théosophes de Californie vous semble particulièrement frappant, de même que celui du suicide de Londres ou du scandale survenu au Salon du Printemps à Paris lors de l'exposition du sinistre paysage onirique. Vous voilà prêt à faire vos valises, mais quelle destination choisirez-vous pour commencer à dérouler le fil de l'affaire? Ok. Alors, est-ce qu'on décide d'aller à San Francisco pour voir les théosophes californiens? Ou on embarque pour Marseille et on va voir Paris pour visiter le salon du printemps? Ou à Londres pour aller glaner des informations sur ce mystérieux suicide? Puisque vous vouliez voyager, partons en voyage. Faisons nos valises pour cette aventure. On va à Marseille, peu cher. On va manger de la bouillabaisse. Mais non, en fait, on va en bateau jusqu'à Marseille pour aller après à Paris. Parce que l'exposition, c'était à Paris, peu cher. Parce que c'est pas à Marseille que l'histoire va se passer. Hein, parce qu'à Marseille, nous, on leur botte les fesses. Hein. Ok? Aux créatures. Nous, on a d'autres sortes de créatures, mais pas des Cthulhu. Allons voir. Donc, l'exposition. Oh bonne mère. Donc nous voyageons jusqu'à Marseille. Et de Marseille, nous allons voyager jusqu'à Paris. À peine arrivé à Marseille, vous montez à bord de l'express qui vous dépose à Paris quelques heures plus tard. Curieux de comprendre les remous de l'exposition du paysage onirique à provoquer au salon du printemps, vous vous y rendez aussitôt afin de vous renseigner. Près de 2 années ont passé, mais les organisateurs du festival se souviennent très bien de l'incident. L'huile sur toile exposée par Ardois Bonneau avait inspiré à toutes les personnes présentes une profonde répulsion. Les experts en art pictural ne sauraient dire exactement ce qui a provoqué un tel sentiment de choc et d'effroi, mais le fait est que de nombreux visiteurs, y compris certains membres du jury, ont fui la salle d'exposition, épouvantés à la suite de
à la simple vue du tableau. Peut-être, imprudemment, vous demandez à voir la toile. On vous conduit dans une pièce minuscule, un réduit d'1 mètre carré, où le tableau est accroché sur un mur, recouvert d'un drap. Les responsables du salon du printemps vous expliquent que sa seule présence est si troublante que personne n'a eu le courage de retirer le tissu. Dans ce cas, comment puis-je le voir ? Demandez-vous. Vos interlocuteurs échangent un regard gêné. Vous pouvez toujours l'acquérir ? Alors vous pourrez disposer à votre guise de cette chose, à condition d'être très loin d'ici, monsieur Thurston. Le prix est élevé, mais vous pouvez vous le permettre. Aurez-vous cependant le cran d'acheter ce tableau et de contempler l'œuvre ? Donc soit on l'achète, soit on décide d'aller à Londres, soit on rentre en Amérique. Ah non, mais Léonore, on ne peut pas voir avant d'acheter. On est obligé de l'acheter. Donc soit on l'achète, soit on va à Londres, soit on va en Amérique. Il n'y a pas de possibilité. Alors Jess, on a la possibilité d'aller à Londres. Le voyage jusqu'à Marseille nous permettait aussi d'aller à Londres. Je sais pas, moi... Allez, on va l'acheter. Vous êtes tous d'accord. Vous acquérez le paysage onirique au prix demandé. Les organisateurs du salon du printemps poussent un soupir de soulagement, comme libérés d'un lourd fardeau. L'air navré, ils vous font leur adieu et s'empressent de tirer le rideau de fer de la galerie. Vous quittez Paris et regagnez Marseille, vos trésors sous le bras. Vous n'osez toujours pas retirer le drap pour examiner la toile, de peur que l'agitation du voyage ne fausse l'analyse détaillée que vous comptez faire de l'œuvre. Pour l'étudier, sans vous laisser influencer par une première impression, vous avez besoin de tranquillité et de calme, et il n'y a que chez vous que vous pourrez les trouver. Pourtant, au cours du voyage retour, vous avez l'impression que le tableau vous appelle, murmurant votre nom, et vous craignez de ne pas pouvoir résister à la tentation de le regarder. Alors que vous luttez chaque fois davantage, vous êtes tout d'un coup saisi d'une certitude indubitable. Les images sur la toile bougent sous le drap. Vous ne les avez pas vues. Personne ne vous l'a dit. Pourtant, vous le savez. À d'autres moments, vous êtes également tenté de vous en débarrasser pour qu'elle soit perdue à jamais au fond de l'Atlantique. Mais avez-vous vraiment entrepris un tel voyage et dépensé une bonne partie de vos économies dans un simple tableau pour tout jeter littéralement par-dessus le bord ? Que faisons-nous ? Gardons-nous le tableau ? Malgré ces impressions, ces choses qui bougent sous les draps, est-ce que c'est notre cerveau qui nous joue des tours ? Ou est-ce qu'on le jette par-dessus le bord ? On décide qu'il nous a coûté cher et qu'on le garde et qu'on rentre chez nous avec. Après plusieurs jours d'un voyage extrêmement pénible, le navire accoste enfin à New York. Vous avez résisté à la tentation de vous débarrasser du paysage onirique, malgré le dégoût qui vous inspire sa simple présence. Vous sentez votre santé mentale aussi fragile qu'une mince couche de glace susceptible de céder à tout moment. Muni du tableau, toujours recouvert d'un drap, vous rentrez à Providence. Vous avez retrouvé votre demeure, mais cet environnement familier ne parvient pas à vous apaiser. Vous déposez le tableau sur un pupitre et vous sentez qu'il vous appelle encore et encore. Vous avez même l'impression que des formes sinueuses se déplacent sous le tissu. Dans un accès de folie, vous vous jetez sur la toile et arrachez le drap qui la recouvre. L'œuvre d'Ardois Bonneau est un véritable délire pictural.
On y voit un atoll de terre verdâtre émerger d'un abysse aux profondeurs insondables. C'est à peine un îlot, mais à sa surface s'élève une fastueuse acropole, couronnée de monolithes, de minarets et d'obélisques suintants d'un limon verdâtre. À la vue de cette immémorable cité sortant des flots, vous ne pouvez réprimer un frisson. Une seconde plus tard, le tableau se métamorphose en une scène de pure démence. Les huiles semblent couler, s'arracher de la toile pour se recomposer sur vos yeux. Alors vous voyez alors surgir des entrailles de la ville engloutie une immense créature céphalopode, dotée de tentacules faciales et d'ailes rudimentaires. Le tableau a pris vie. Le monstre sur la toile s'avance au premier plan. Il est gigantesque, et son apparence démentielle ne semble à rien de connu. Tout à coup, le sol se met à trembler. Pourtant, un cri déchirant d'effroi vous effondrez au sol en vous griffant furieusement le visage. Quand votre vision se teinte peu à peu de rouge, vous perdez connaissance. Dis donc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? Il y a encore un paragraphe. Hein. Il y a marqué « Vous vous réveillez » et la page où on doit aller. On va mourir ? Allez, je vous dis ça tout de suite. À votre réveil, vous êtes enfermé dans une pièce au mur blanc, les bras immobilisés par une camisole aux manches disproportionnées, solidement attachée dans votre dos. Étourdi par les drogues que l'on vous a administrées, vous avez la vague sensation d'avoir contemplé un abîme de folie totale. Vous recevez régulièrement la visite de médecins et d'infirmiers qui vous interrogent, cherchant à comprendre le fonctionnement de votre psyché brisée. Vos réponses sont toujours les mêmes et se répètent dans un cycle éternel. Le culte de Cthulhu, le culte de Cthulhu, les grands anciens, l'acropole engloutie de Rialel, et un psaume blasphématoire et imprononçable qu'aucun des êtres saints d'esprit qui vous rendent visite n'est capable d'énoncer sans devenir votre compagnon de cellule. Malheureusement, il semble que vous passerez le restant de vos jours entre ces murs capitonnés. Vous avez beau crier à toutes les nuits à l'aide, la figure d'un énorme dragon à la tête de pieuvre, doté d'ailes rudimentaires, vient invariablement hanter vos songes pour vous susurrer des secrets impies. Je suis vraiment navré, mais aucun traitement ne viendra jamais taire vos cris désespérés. Fin. La folie nous a emportés. C'est cool. On est mort vite. Enfin, on est mort. T'es pas mort, hein. Mais c'est cool. Enfin, j'aime bien. On repart un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime l'écriture. J'aime bien... Je vous rappelle qu'on pouvait aller voir un... Au lieu d'acheter, on va en Angleterre. Donc, au lieu d'aller à Paris, on va en Angleterre. Il faut que je retrouve le paragraphe de Paris. Alors, soit on le jette... Alors, mettez-vous d'accord. On va en Angleterre. Il y en a certains qui veulent pas partir à Paris. Et d'autres, on le jette après l'avoir récupéré. Parce qu'il y a la possibilité, oui, de le jeter pendant le trajet, hein, tout simplement. On a vécu déjà une expérience forte qui est de voir des choses bouger sous le drap. C'est quand même pas anodin. Et on décide de le jeter à ce moment-là. Donc Jess, Angleterre. On a Mélianor qui avait dit on va en Angleterre. Et Kanchi, on va voir les Anglais. Donc on l'achète pas, hein. On considère qu'on l'achète pas, on part en Angleterre. Tuc, tuc, tuc. 95. Vous rassemblez vos effets personnels dans une malle et y ajoutez le contenu de la boîte que votre grand-père vous a léguée, y compris le bas-relief d'argile.
Il pourrait s'avérer utile alors que vous suivez la piste du mystérieux suicide de Londres. Vous prenez un bateau à destination du Royaume-Uni, intrigué par la portée véritable des recherches du professeur Angel. À votre arrivée à Londres, vous menez votre petite enquête. Le suicidé était un certain Hugh Spencer, qui habitait avec sa femme au 5e étage d'un immeuble de Carnbarry Street, en plein centre de Londres, d'où il s'est jeté par la fenêtre. Pourtant, on ne lui connaissait pas de dette ni de problème de cœur. D'après ses voisins, le seul élément remarquable était les cauchemars dont il a souffert le mois précédant sa mort. Vous aimeriez rencontrer son épouse, mais après la tragédie, elle est partie s'installer chez ses parents dans le Kent. Déçu, vous vous posez dans un café de Piccadilly Circus et feuilletez le manuscrit de votre grand-oncle, vous alléguez, la partie intitulée « Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Congrès de la Société américaine d'archéologie, 1908, note jointe et compte rendu du professeur Webb. Votre attention est attirée par une adresse londonienne. Apparemment, le fils de ce professeur Webb vit ici. Ce pourrait être une bonne idée de tenter de le contacter. Donc, est-ce qu'on va voir le fils Webb? Est-ce que on quitte l'Amérique, puisque la piste du suicidé s'arrête là? On va voir le fils Webb, je suppose. Je vous laisse choisir, mais... moi, j'ai bien envie d'aller voir Webb. Localiser Arthur G. Webb, le fils du professeur William Channing Webb, est un jeu d'enfant. Il a suivi les traces de son père et il s'agit d'un professeur d'anthropologie renommé de l'université d'Oxford. Son père était célèbre pour ses voyages en Islande et ou au Groenland, en quête de certaines inscriptions runiques qu'il n'est jamais parvenu à exhumer. Bien que Webb vous reçoive avec une certaine froideur, il se montre immédiatement intéressé par les objets que vous a légués votre grand-oncle. Occupe-toi bien de ton fils, Kanchi. Le manuscrit et les coupures de journaux ne retiennent guère son attention. En revanche, la vue du bas-relief d'argile suscite chez lui une fascination fébrile. Et presque par hasard, vous découvrez parmi les œuvres d'art qui ornent son bureau la preuve qu'il n'est pas étranger au fameux culte de Cthulhu. Une multitude de planches et gravures représentent l'épouvantal dragon céphalopode. C'est l'œuvre d'un véritable disciple du grand Cthulhu, s'émerveille-t-il en examinant de très près le bas-relief de Wilcox. Quand vous énumérez les efforts de recherche que vous avez déployés, il vous propose sans tarder de vous joindre au voyage au Groenland qu'il a prévu d'entreprendre. Ensemble, vous partirez à la recherche d'une tribu d'Esquimaux dégénérés qui, semble-t-il, vénère cette ancienne déité. L'offre de Webb est très tentante, même si le fanatisme qui transparaît dans son discours vous retourne l'estomac. C'est à vous que revient la décision. Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Ouais, ça pue du cul. Hein. Comme tu dis, Mélianor, ça pue du cul. On sent que je pense qu'il est déjà un petit peu pris par le culte, lui. De toute façon, on a le choix soit de le suivre, soit on rentre chez nous. Moi, j'ai envie de vous dire, on le suit. Hein. On y va. Oui, je suis d'accord, Jess. Vous avez décidé d'accompagner le professeur Webb. Vous vous rendez à Liverpool, où vous vous consacrez les 2 jours suivants aux préparatifs de votre expédition. À votre grand étonnement, l'équipage du petit brigantin sur lequel vous ferez la traversée semble très loin d'être expérimenté.
Le professeur Webb vous rejoint dans la cabine arrière où vous avez pris vos quartiers, désireux de vous montrer quelque chose. D'un coffret, il tire une statuette. La figurine d'environ 20 cm est finement travaillée. Elle représente le fameux monstre à tête de pieuvre. Il est doté de tentacules faciaux, d'un corps obèse couvert d'écailles, de griffes gigantesques sur le membre postérieur et d'ailes rudimentaires dans le dos. Je vous montre juste, parce qu'il y a une illustration que je trouve très belle. Hop là. Et donc je vous la montre avant de poursuivre la lecture. C'est Cthulhu. Vous le connaissez déjà grâce au bas-relief que vous m'avez montré. L'inspecteur Legrasse, un policier de Louisiane, a remis cette statuette à mon père en 1908. Vous contemplez avec horreur les contours suintants de la statue. La répugnance qu'elle vous inspire transcende son simple aspect esthétique. C'est un malaise sourd, jailli du plus profond de votre cerveau reptilien. L'inspecteur Legrasse a saisi cette figurine après avoir interrompu un rituel vaudou dans les marais. Il a estimé que mon père était la personne la plus indiquée à qui le remettre, même si je crois qu'il s'en est séparé avec joie. Dans le regard du professeur Webb, la révérence dont sa voix est empreinte et son agitation lorsque vous manipulez l'effigie pour l'examiner de plus près, vous décelez un substrat de folie. Et je vais vous confier une chose, monsieur Sanson. Cette merveille sera notre sauf-conduit au Groenland. Moins d'1 heure plus tard, le navire quitte le port de Liverpool en direction du nord et des côtes glacées du Groenland. La suite, c'est le 76. Votre objectif est de débarquer à Nuusak, une péninsule au large de la côte occidentale du Groenland, où, selon les rapports posthumes de Webb, père, réside cette colonie d'Esquimaux apostats. D'après les coordonnées, vous n'êtes pas loin du célèbre passage du Nord-Ouest où s'est produite la tragédie de l'expédition Franklin en 1847. Les marins dirigent le navire avec la plus grande prudence, évitant les dangereux icebergs qui se dressent ici et là. Enfin, après une longue traversée, vous arrivez à Nuusak. Le professeur Webb est en proie à une agitation manifeste et il ne quitte pas des yeux l'idole de pierre. Il semblerait que le voyage ait éveillé en lui une sorte de fièvre mystique envers l'objet, que vous trouvez préoccupante. Vous continuez cependant à vous comporter courtoisement avec lui. Lorsque vous débarquez, vous trouvez les habitants de la ville lugubre et maussade, étrangement éteints. Peut-être est-ce dû au mauvais temps et à la vie recluse dans ce lieu, isolé pratiquement sans ressources. Vous louez une chambre dans une auberge du port, où l'on vous propose un dîner de poisson beaucoup plus copieux que vous ne l'auriez imaginé. Le lendemain à l'aube, vous devez entreprendre le voyage vers l'intérieur de l'île. Vous espérez bien trouver les derniers adorateurs de Cthulhu. Préparez-vous à l'expédition. Vous avez une nuit difficile. Votre inconfort n'étant pas dû au froid car les murs de l'auberge sont spécialement conçus pour résister aux températures polaires du Groenland, c'est la litanie continue des oraisons païennes spasmodiées par le professeur qui vous empêche de fermer l'œil. Alors que vos yeux s'habituent à la pénombre de la chambre, vous avez l'impression de voir Webb agenouillé devant son lit et vous devinez la présence de l'idole de pierre sur son matelas. Pour votre propre santé mentale, vous fermez résolument les yeux, vous répétant que ce n'est qu'une hallucination. Pourtant, lorsque le jour se lève, force vous est de constater que Webb a complètement perdu l'esprit. À contre-cœur, vous devez vous rendre à l'évidence. Il n'est pas encore 6 heures du matin lorsque le professeur Webb s'approche de votre lit pour vous inviter à vous préparer. Le véhicule qui doit vous conduire à l'intérieur de l'île, un traîneau tiré par des chiens, sera bientôt là. La folie qui brille dans les yeux du professeur est presque palpable. Vous pourriez feindre d'être souffrant afin de regagner la civilisation pendant qu'il entreprendra seul ce voyage.
Mais peut-être trouvez-vous trop bête d'être revenu jusqu'ici pour rebrousser chemin si près du but. Coucou Nico, sur TikTok. Merci d'être passé. Que faisons-nous? Suivons-nous Webb dans le Groenland? Ou allons-nous rebrousser chemin? Est-ce qu'on pense que on a fait tout ce chemin pour rien? Est-ce qu'on continue? Il faut le suivre, il est trop chelou. Pris d'un sentiment de vouloir l'arrêter, nous allons le suivre. Nous avons décidé de le suivre. Que va-t-il se passer? Nous sommes anxieux. En compagnie d'un fou comme Webb, dont la raison défaille depuis que vous lui avez montré le bas-relief d'argile, vous redoutez que les choses tournent mal. Vous feignez d'avoir contracté la grippe. Ah non, pardon, je me suis trompée de paragraphe. 54. C'était pas celui-là, c'était l'autre. Même mon cerveau, il veut fuir. Mon cerveau, il a décidé qu'il voulait fuir, en fait. La tentation de découvrir les coutumes de ces Esquimaux païens l'emporte sur vos craintes de la possible folie du professeur Webb et vous vous préparez pour le voyage. 1 heure plus tard à peine, vous voilà tous les deux à bord du traîneau tiré par les chiens. L'effrayante effigie de Pierre vous accompagne, ce qui vous rend nerveux. Le regard de Webb semble perdu dans le néant, obscurci par la voile de démence. Le trajet est long et accidenté. La terre gelée est instable, et les chiens, en dépit de leur entraînement, peinent à franchir les obstacles qui émaillent de la route. En proie au désespoir, vous finissez par reprocher à Webb de ne pas avoir songé à engager un guide. Au regard qui vous lance, on croirait que c'est vous qui avez perdu la raison. « Personne ne doit savoir où nous allons, répondit-il sèchement. Comprenant que vous êtes désormais entièrement à sa merci, vous frémissez de peur. Enfin, après des heures de route à travers d'interminables plaines d'une blancheur monotone, vous parvenez à un village d'igloo, planté au milieu de nulle part. Il fait maintenant nuit noire et la seule lumière qui perce les ténèbres provient d'un chapelet de maigres feux vacillants. Vous abandonnez le traîneau à un demi-kilomètre du lieu où le rituel est célébré. Nous devons continuer à pied, annonce Webb. Vous vous mettez en route, gagné par une inquiétude grandissante. Vous découvrez que le professeur tient résolument entre ses mains la statuette difforme du dieu Touglou. On approche du village Esquimau. Bonjour Babette sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Vous parcourez ce kilomètre à pied en un rien de temps. Tandis que vous marchez, vous avez l'impression que l'idole de pierre entre les mains de Webb émet d'étranges vibrations. Vous parvenez enfin à l'endroit où se déroule le rituel. Au milieu d'un cercle d'officiants emmitouflés dans d'épais vêtements de fourrure s'élève une sorte de colonne gazeuse protéiforme, apparemment issue de la vapeur condensée qui s'évapore du sol gelé. Au début, ce n'est rien d'autre qu'une nappe de brume, mais elle prend bientôt à votre stupéfaction la forme d'un piédestal. La tribu entonne à présent un chant d'invocation impie qui semble accélérer les vibrations de la statuette que tient Webb. Il faudrait mieux partir d'ici, professeur Webb, chuchotez-vous. Il vous regarde une nouvelle fois comme si vous aviez perdu l'esprit. Taisez-vous, Stratton, vous imite-t-il. Ils entendent la venue de cette idole, et c'est moi qui leur remettrai. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront qu'achever le rituel d'invocation, et qu'adviendra l'avènement du grand Touglou. Mais sans un mot de plus, il s'avance au milieu des Esquimaux, l'idole à la main. Et, en effet, les disciples reçoivent la statuette comme un cadeau des cieux. Au dernier moment, vous hésitez. Que faisons-nous? Est-ce qu'on accompagne le professeur Webb et qu'on participe au rituel? Ou qu'on observe le rituel liturgique à distance prudente?
Je vous laisse choisir. Oui, Babette, je suis multicasquette. On regarde à distance. On regarde à distance. On observe de très loin. De très 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 loin. Alors. De loin, vous regardez le professeur Webb porter l'idole de pierre au cœur du rituel. Les officiants, sidérés par la présence de la statuette, interrompent leur plasmodie pour la déposer sur un piédestal dressé au milieu de la glace. Une seconde plus tard, ils tirent de leur fourrure des poignards à la lame incurvée. Ils fondent aussitôt sur le malheureux Webb, totalement fasciné qu'ils massacrent sans la moindre pitié. Des geysers de sang et de tripes rougissent sur le sol gelé. Totalement hébété, vous voyez l'idole de pierre commencer à se dilater en haut du piédestal. Avant d'être paralysé par la folie, vous tournez les talons pour vous enfuir. Mais au même moment, une violente douleur vous déchire l'estomac. Vous fermez les paupières, vous sentez le sang chaud s'échapper de votre abdomen couler entre vos jambes. Quand vous rouvrez les yeux, vous rencontrez le regard exalté de l'un des Esquimaux. Sous sa capuche de fourrure luisent 2 yeux injectés de sang. Il tient entre ses mains un épais pieu de bois, une sorte de harpon que ces peuplades utilisent sans doute pour chasser le morse et d'autres bêtes polaires. Ce sauvage vous a embroché et continue d'enfoncer l'arme. Le harpon perce vos entrailles et ressort dans votre dos. Puis, une force extraordinaire, l'Esquimau plante la pointe de la glace, vous soulevant comme un terrible trophée. Horriblement empalé, vous glissez sur le dard dont les barbelures de bois arrachent vos viscères et commencent déjà à geler dans le froid arctique. Alors vous tentez de comprendre la raison de ce destin funeste, les chants exaltés de la tribu europienne. Ils vénèrent le grand Cthulhu sous les traits de l'idole de pierre arrachée sans merci aux mains de 2 visiteurs opportuns, Aya Aya Cthulhu Fnagnak. Donc, voilà la mort de notre personnage. Donc c'est un livre où on choisit ce qu'on décide de faire. Et notre personnage vient de subir quelque chose d'atroce. C'est une jolie mort, hein, dans l'Antarctique. Donc il est devenu fou au début. Et puis là, on a fait quelque chose de... On n'a pas couru assez vite ni assez loin, oui. Donc, j'avoue que... Il faut s'en remettre là, hein, de cette mort un peu compliquée. Voilà. Est-ce que ça va, vous? J'avoue que comme je le lisais, c'est vrai que j'ai pas fait de disclaimer, je suis navrée. Mais comme je découvrais en même temps, j'ai pas pu dire que ça allait être atroce, horrible. On retourne en arrière, je vous propose, et on décide à l'hôtel de partir de cet endroit horrible. Ok ? Il y a des scènes et des films bien pires. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais j'aurais pu avertir quand même que ça allait être une scène un petit peu...
un petit peu difficile. Je ne sais plus où était l'hôtel. Que faisons-nous? Je repars à l'hôtel, 87. Bon, déjà, comment vous trouvez le livre là? Comment vous trouvez le livre? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez bien? Est-ce que vous trouvez l'histoire sympa? Donc voilà. J'ai bien envie de savoir un petit peu comment vous sentez. Il est cool, hein? Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le livre. J'aime beaucoup cette histoire. Et donc on va recommencer. Donc on est à nouveau à l'hôtel. On est avec le professeur Webb. On est revenu à l'hôtel. Là on commence à voir qu'il est complètement fou. Et on va du coup décider de se barrer. Je pense que du coup on va rentrer chez nous. Hein. Mais on va décider de se barrer. Voilà. Donc Babette sur TikTok, c'est un livre dont on est le héros, donc on choisit, on lit le livre et on choisit ce qu'on fait. Sauf que c'est de l'horreur, c'est un livre d'horreur. Voilà. Donc on décide de quitter ce que mon cerveau voulait faire. Hein. Mon cerveau il voulait pas y aller. Hein. Et il avait pris déjà le paragraphe de le quitter. En compagnie d'un fou comme Webb, dont la raison défaille depuis que vous lui avez montré le bas-relief d'argile, vous redoutez que les choses tournent mal. Vous feignez d'avoir contacté la grippe et attendez sa réaction. Mais il en faut davantage pour le décourager. Il est déterminé à s'introduire au sein de cette communauté esquimaude, avec ou sans votre aide. Moins d'une heure plus tard, depuis la fenêtre de votre chambre, vous le regardez partir en direction de l'intérieur de l'île sur le traîneau tiré par les chiens. À ses côtés se trouve l'effrayante figurine de pierre suintante. Seul, jamais il ne survivra à cette traversée de la plaine gelée. Autrement dit, vous condamnez ce pauvre malheureux à une mort certaine. D'une autre manière, cette enquête vous a transformé et vous poussez un soupir de soulagement en tirant les rideaux. Vous avez parfaitement conscience que vous étiez sur le point de commettre une folie. Quelques heures plus tard, certain que Webb ne reviendra plus, vous vous dirigez vers le brigantin et graissez la patte des marins pour qu'ils vous conduisent loin d'ici. Dans un premier temps, il refuse. Mais il n'existe aucune volonté que l'argent ne puisse faire plier. Ils finissent par céder, et peu après le navire met le cap sur la Nouvelle-Angleterre. Une fois rentré chez vous, vous vous sentez sans aucun doute beaucoup plus en sécurité. Vous préférez ne pas penser au dessein qu'aura rencontré le professeur Webb. Quant à vous, vous croyez pouvoir poursuivre votre enquête par des moyens moins dangereux. À moins que vous ne l'abandonniez avant de perdre définitivement la raison. Donc, soit on estime que nos pérégrinations ont assez duré et on se ressente sur l'environnement immédiat du professeur Angel, soit on préfère retrouver notre cam de notre domicile et abandonner cette enquête. Que faisons-nous? Que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. Que faisons-nous? Est-ce qu'on décide de quitter l'enquête ou est-ce que on va voir le professeur Angel? Je vous avoue, je ne me rappelle plus. Hein. Qui était le professeur Angel? Je crois qu'il... On va voir Angel. On continue. On continue sur Twitch. On continue. Il semblerait que vous tournez en rond sans rien accomplir de concret.
Vous avez le sentiment que les pistes que vous avez suivies ne mènent nulle part. Peut-être feriez-vous mieux de vous concentrer sur les cas concernant le territoire américain. En fin de compte, c'est là que le professeur Angel a obtenu les informations les plus inquiétantes, n'est-ce pas? Parmi les coupures de journal rassemblées par votre malheureux grand-oncle, une affaire vous intrigue plus que les autres, celle de la confrérie des théosophes en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, une visite à l'inspecteur Grass en Louisiane pourrait également se révéler intéressante. Alors, où souhaitez-vous aller pour la suite de vos recherches? Donc soit on va dans les terres ensoleillées de la Californie, soit on va à la Nouvelle-Orléans pour l'inspecteur Legras. Que faisons-nous? Moi j'ai bien envie d'aller voir cet inspecteur. On en parle depuis le début et... Vous voulez... Oui, à Nouvelle-Orléans pour aller voir l'inspecteur Legras. On en parle depuis le début et on n'est pas allé voir cet inspecteur. Sans difficulté, vous convenez d'un rendez-vous avec l'inspecteur Legras. À l'intérieur de son bureau plongé dans la pénombre flotte un fort parfum de tabac imprégnant l'air vicié par la chaleur étouffante de la Nouvelle-Orléans. L'inspecteur John Raymond Legras vous fait l'effet d'un homme cordial et franc. Il partage votre inquiétude au sujet de la mort de votre grand-oncle et des raisons qui vous ont conduit jusqu'à lui. Vous avez apporté tout le matériel légué par le professeur Angel, que vous lui montrez avec enthousiasme. « Nom de petite bonhomme, ça ne va pas recommencer !» s'exclame Legras. « Excusez-moi, balbutiez-vous, très étonné. Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Le vieux inspecteur m'amorne quelque chose dans sa barbe avant de se reculer sur sa vieille chaise. « Je dois confondre, répondit-il, sans cesser de vous détailler de la tête aux pieds. Permettez-moi de vous raconter une histoire. » Confus, mais captivé par la voix grave et circonspecte et quelque peu hypnotisé par l'abondante fumée de son tabac épicé, vous vous apprêtez à entendre son récit. Hop. Alors, quel est son récit? Il y a quelques années, quand toute cette histoire a éclaté, j'ai eu l'occasion de rencontrer certain Johansen, raconte Legras. Gustave, de son prénom. C'était un marin norvégien presque malgré lui. Il s'est retrouvé sur cette île maudite, Raël. À l'époque, je cherchais toujours les informations sur le culte du Cthulhu. Il faut savoir qu'à la suite d'une rafle dans les marais et de la saisie d'une certaine statuette, l'affaire avait tourné pour moi à l'obsession. J'ai donc entendu parler de ce Johansen dans un entrefilet rapportant l'arrivée du Vigilant, un cargo qui remorquait un yacht à vapeur immatriculé à Dunedin, l'Alert. Pour être honnête avec vous, monsieur Stronston, vous en apprendriez bien davantage auprès de cet homme que tout ce que vous... Pardon, la musique a changé d'un coup. Ce n'est pas que... Voilà. Au revoir Babette, merci d'être passée. Pour être honnête avec vous, monsieur Stronson, vous en apprendriez bien davantage auprès de cet homme que tout ce que vous pourriez trouver ici. Nous avons démantelé de nombreuses confréries d'officiants, de rituels vaudous. Vous connaissez les gens du Sud, mais le culte de Cthulhu n'a plus refait de vagues à la Nouvelle-Orléans. Vous observez l'inspecteur d'un regard interrogatif et presque immédiatement, il poursuit son monologue. Vous pouvez me croire. Je suis rendu à Oslo et j'ai localisé Johansen. Quand je l'ai rencontré, il rédigeait un manuscrit de son histoire. Je vous recommande fortement de lui rendre visite. Je peux vous assurer que ce dont ce pauvre homme a été témoin vous aidera grandement à éclaircir ce mystère. Vous ne trouverez rien de plus ici. Sur ces mots, Legras se lève et vous serre la main pour prendre congé. Vous quittez son bureau d'un pas incertain, passablement perplexe, mais en possession d'un bout de papier portant l'adresse de Johansen à Oslo. Par ailleurs, vous apprenez que le fils du professeur Webb, à qui Legras avait confié la statuette, a poursuivi les investigations de son père après sa mort. Sauf que...
Il est mort. Webb. Est-ce qu'on embarque pour la Norvège afin d'y rencontrer Johansen? De toute façon, il ne nous reste plus grand-chose à faire. Hein. Oui, la Norvège, dit Mélianor. Bien sûr. Allons voir la Norvège. Du coup, 89. Votre entretien avec le Grasse vous a fourni une nouvelle piste pour vos recherches. L'après-midi du même jour, poussé par ses conseils et son récit inachevé, vous embarquez sur un navire en partance pour l'Europe depuis le port de la Nouvelle-Orléans. Il doit vous conduire jusqu'à Gothenburg. De là, vous devez prendre plusieurs liaisons pour arriver jusqu'à Oslo. Mais cela ne vous effraie pas. Le bateau lève l'ancre avant le coucher du soleil et vous entamez votre traversée de l'Atlantique. Au terme d'un long voyage sans événement, vous atteignez finalement la Suède, puis après toutes les correspondances nécessaires, la capitale de la Norvège. Et vous vous rendez directement au domicile de Johansen. Lorsque vous frappez à sa porte, sa femme vient vous ouvrir. Vous vous présentez, elle vous invite à entrer, heureuse de pouvoir partager avec quelqu'un l'inquiétude qui la tourmente. « J'ai bien peur que Gustave ait péri dans d'étranges circonstances, vous confie-t-elle en regardant autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. Un conteneur de vieux journaux lui est tombé sur la tête alors qu'il traversait une ruelle du port. Mais son manuscrit est toujours ici. » La veuve de Johansen pose d'une main tremblante sa tasse de thé sur la table et vous remet formidablement une épaisse liasse de papier attachée par une cordelette. Elle semble soulagée de s'en délester. Vous reprenez donc votre route. Le résultat est plutôt maigre pour un voyage aussi long, mais vous espérez bien trouver quelques réponses dans ce manuscrit. Une fois à bord du navire qui vous ramène en Amérique, vous vous interrogez. L'histoire de Johansen rapporte dans ces pages est-elle vraiment si effroyable ? Quoi qu'il en soit, vous réfrénez votre impatience pour lire le manuscrit tranquillement chez vous. Allons voir le manuscrit. Vous voilà rentré à Boston, dans le douillet salon de lecture de votre domicile. De votre voyage à Oslo, aussi interminable au retour qu'à l'aller, vous rapportez seulement un vieux manuscrit froissé rédigé par un certain Gustave Johansen. Selon le Grasse, ce marin norvégien serait trouvé sur le Real 2 ans plus tôt, au moment où le professeur Angel commençait ses recherches. Une aura sinistre, une force obscure se dégage du manuscrit. Pour une raison que vous ne sauriez expliquer, vous n'êtes plus certain de vouloir le lire. Ce prof Johansen a mal fini, tout comme le professeur Angel. À bien y réfléchir, il semblerait que les adorateurs de Cthulhu considèrent comme une menace quiconque rassemble trop d'informations sur leur culte. Êtes-vous prêt à suivre le chemin de votre grand-oncle? Quiconque répond à l'appel de ce Cthulhu se condamne-t-il à une fin atroce, à moins qu'il ne s'agisse d'une vaste supercherie? Est-ce qu'on lit le manuscrit ou est-ce qu'on le brûle et qu'on abandonne nos investigations? Alors, que faisons-nous? Moi, j'ai bien envie de le lire, ce manuscrit, même si je sais qu'on va devenir fou. On le lit. Jamais vous n'auriez pu imaginer découvrir un récit aussi insensé dans les pages du manuscrit que vous avez rapporté de Norvège. À vos yeux, la prose de Johansen est très concrète et la description qu'il fait des horreurs dont il a été le témoin à Rialel, l'île inconnue au nom imprononçable, vous bouleverse profondément. Dans un excès d'hystérie, vous détruisez le manuscrit que pour votre malheur vous avez lu malgré jusqu'au bout. Dès lors, votre vie se transforme en cauchemar perpétuel. Vous rêvez sans cesse de l'étrange créature échappée du sceau de Rialal. Et, bien que vous ne l'ayez jamais vue et que vous n'avez jamais posé le pied sur son île, vous l'entendez qui vous appelle, vous murmure des secrets et vous menace voilés chaque fois que vous fermez les yeux.
Vos hurlements nocturnes incessantes finissent par avoir raison de la patience de vos voisins. Une nuit, ils font interruption chez vous et découvrent avec horreur ce que vous êtes devenu. Un fou crasseux et exalté qui bredouille des propos incohérents au sujet d'être venu des étoiles et de mystérieuses cités englouties. Personne ne sait précisément ce qui a provoqué vos divagations. Mais ce bas-relief d'argile auquel vous semblez vouer un culte, que vous vous entourez de bougies et de petits animaux sacrifiés, ne laisse pas indifférent. Vos murs sont tapissés de coupures de journaux et de pages de manuscrits s'empilent dans tout l'appartement, dont certaines semblent même avoir été dévorées par vos poignets. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui vous examinent arrivent à la même conclusion. Il est préférable de vous placer en isolement. Donc on se retrouve à nouveau en isolement. Donc on se retrouve à nouveau en isolement. Je peux vous relire le paragraphe de l'isolement. À votre réveil, vous êtes enfermé dans une pièce au mur blanc, les bras immobilisés par une camisole aux manches disproportionnées, solidement attachée dans votre dos. Étourdi par les drogues que l'on vous a administrées, vous avez la vague sensation d'avoir contemplé un abîme de folie totale. Vous recevez régulièrement la visite de médecins et d'infirmiers qui vous interrogent, cherchant à comprendre le fonctionnement de votre psyché brisée. Malheureusement, il semble que vous passerez le restant de vos jours entre ces murs capitonnés. Vous avez beau crier à l'aide toutes les nuits, la figure d'un énorme dragon à tête de pieuvre doté d'ailes de rudimentaires vient invariablement hanter vos songes pour vous susurrer des secrets impies. Je suis vraiment navrée. Mais aucun traitement ne fera jamais taire vos cris désespérés. C'est pas mal. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, hein, parce que il y a plein de pages qu'on n'a pas explorées. J'avoue qu'il doit y avoir plein de chemins possibles encore. Mais c'est très bien écrit. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je me prends vachement à l'histoire, quel que soit le chemin qu'on choisit. J'aime beaucoup l'histoire qui amène tous à la mort. Alors ouais, mais en même temps, on le savait, hein, c'est un appel de Toulouse, donc ils amènent tous à la mort. Mais je trouve que c'est pas frustrant parce que l'histoire est bien. Ça veut dire que ce qu'on a vécu avant, enfin, c'est logique en fait. La mort paraît logique par rapport à nos choix et le fait qu'on ait insisté. Parce qu'à tout moment, on peut revenir en arrière. On le sent venir quand même, qu'il se va se passer des choses pas cool. Donc, non, c'est assez cool. Est-ce que vous voulez qu'on recommence au premier chapitre et qu'on essaye une autre voie? De faire d'autres choix? Dès la première... Alors, c'est ce que je vais regarder. On va revenir au premier chapitre. Au premier chapitre, on pouvait regarder le bas-relief, le manuscrit ou les journaux. Quand on regarde le manuscrit, on a plusieurs choix. On a Henry Wilcox, l'œuvre onirique qu'on a fait, le Grasse, l'inspecteur Le Grasse qu'on a fait. Non, on l'a pas fait, Henry Wilcox. Parce qu'on allait en France, c'est pas le tableau, ça. On n'a pas fait
On n'a pas fait l'œuvre d'Henry Wilcox, onirique. Et oui, on n'est pas allé aussi en Californie. La Californie, c'était quoi déjà? C'était quelle page? Donc soit on va en Californie, et soit on va voir Henry Wilcox. C'est les deux choses qu'on n'a pas faites. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On part pour la Californie? Je suppose que ça veut dire ça. On va avoir un petit peu de soleil. Allez, c'est parti pour la Californie. Vous embarquez à San Francisco, convaincu d'être sur la bonne piste. Selon les notes du professeur Angel, la communauté de théosophes est établie à San Juan Bautista, une petite ville du comté de San Benito. Là se trouve une mission espagnole dirigée par un certain père Juarez, à propos de laquelle circulent d'obscures rumeurs. Les paroissiens évoquent des cultes inavouables, des moines étranges qui adorent des divinités impies. Bien entendu, si tous ces horribles récits de sacrifices rituels et de disparition d'enfants étaient avérés, les autorités seraient déjà intervenues, n'est-ce pas? Il vous suffit d'interroger quelques locaux pour localiser la mission. Il s'agit d'une église d'apparence austère et frugale, mal blanchie à la chaux. Vous questionnez différentes personnes jusqu'à ce qu'un enfant de cœur écervelé finisse par vous conduire au père Juarez. Le prêtre est un homme sec, de petite taille et passablement émacié. Une expression de gravité gouverne ses traits taciturnes. De prime abord, il manifeste une certaine réticence à l'idée de parler du culte de Cthulhu. Mais lorsque vous faites la preuve de l'abondance d'informations dont vous disposez sur le sujet, il commence à baisser la garde. On dirait que vous tombez à pic, monsieur Stronston, déclare-t-il, car nous sommes de nouveau aux portes de l'avènement. Ce disant, le prêtre lève les yeux en jetant un regard méfiant à la croix en plate qui représente le martyre du Christ. Bien qu'il soit prêtre catholique, sa démonstration de mépris envers le crucifix révèle sa condition d'hérétique. Il est évident qu'il n'évoque pas l'avènement du royaume des cieux, mais une croyance beaucoup plus ancienne, plus obscure, une croyance qui a supplanté sa foi chrétienne. En 1925, au moment de la dernière apparition du Grand Cthulhu, notre communauté se trouvait au beau milieu de la révolution des Indiens Kuna, qui se sont révoltés contre les autorités panaméennes, explique le père Juarez. C'est au mois de mars que sont succédées toutes ces révélations oniriques. Depuis lors, notre confrérie s'est développée de manière exponentielle et le nombre de nos récepteurs a singulièrement augmenté. Vos récepteurs? Parfaitement, acquiesce-t-il d'un ton lugubre. Des individus sensibles à l'appel télépathique du Grand Cthulhu. Il serait sans doute intéressant que vous les rencontriez en personne. On n'a pas le choix, on est obligé de suivre le père. Ce que vous avez lu au sujet de cette colonie de théosophes vêtus de blanc, vous avez suggéré l'image de pseudo-religieux, peut-être pas tout à fait pieux, mais vertueux et raisonnables, comme le père Juarez. Pourtant, lorsque celui-ci vous conduit au siège de la confrérie par une étroite galerie encombrée de canaux rongés par les coquillages et de chaloupes endommagées, vous découvrez un groupe de solides gaillards d'origines diverses, charpentés et ventripotents, au physique de marins mercenaires. Il y a là des Américains, des Mexicains, des Portoricains et quelques Panaméens. Tous ces hommes sont habillés de longues robes blanches dont les capuches laissent apercevoir des visages hirsutes. Vous les entendez âner
et Grenelle alors qui s'active vigoureusement pour remettre en état des équipements nautiques qui semblent avoir été récupérés lors d'une épave. Comme vous pouvez le constater, nous sommes bientôt prêts pour notre expédition. Votre expédition? Vous voulez dire que vous allez prendre la mer? C'est exact. Joares marque un long temps d'arrêt. Depuis ces 2 dernières semaines, bon nombre de ces hommes paraissent être des sujets à la télépathie. J'ai soigneusement noté les images et les signes qu'ils reçoivent. L'avènement est proche, et je suis certain cette fois que nous pourrons localiser l'endroit. Nous embarquerons dans 2 jours sur la John Swan Bautista et nous mettrons le cap sur l'océan Pacifique. J'ose espérer que vous vous joindrez à nous. Que cherchons-nous exactement? Rialal, mon cher ami. Rien de moins que la mythique Rialal. Pour découvrir la goélette, page 90. Comment vous sentez tout ça? Qu'est-ce qui va se passer, vous croyez, là? Est-ce qu'on les suit? Nous, on n'est pas du tout dans leur trip. Et apparemment, ils croient qu'on va les suivre. Hein. Le Saint Juan Bautista, le navire affrété par les membres de la confrérie, est prêt à quitter le port de San Francisco. Vous observez la goélette avec inquiétude. Elle ne vous donne pas l'impression d'être très résistante. Et si l'expédition dirigée par cette communauté de mystiques exaltés se soldait par un naufrage? Pire encore, et si l'antique cité de Rialal émergeait véritablement sous vos yeux? Qu'adviendra-t-il si ces fanatiques sont capables d'invoquer et de libérer le dieu primitif qu'ils appellent Toulouse? Votre curiosité et l'ambition de devenir un anthropologue de renom qui vous anime vous poussent à les accompagner. Mais la prudence vous rappelle qu'il serait certainement plus avisé de vous en tenir à une enquête strictement rationnelle. Vous avez emporté le récit de l'inspecteur Legrasse, et ce voyage entrepris dans le sud-ouest américain vous a rapproché de la Nouvelle-Orléans. L'espace d'un instant vous envisagez d'oublier la communauté de théosophes et de rendre visite à l'inspecteur en Louisiane. La décision vous appartient. Que faisons-nous? On continue? Est-ce que vous voulez aller? Oui, ben, je n'arrive pas à le dire. Raïlé, c'est trop dur pour moi. Est-ce qu'on continue? Mince, j'ai perdu la page parce que j'ai continué déjà. Ah là, cette fois-ci, mon cerveau, il a décidé de continuer avant même d'avoir votre réponse, dis donc. J'ai un petit souci pour prononcer le nom. Oui, on continue. Vous embarquez en quête de Riley. Et bonjour, As du 38 du nom. Mais ne sois pas désolé d'être que 2, c'est déjà top. Merci beaucoup. On est en train de lire un livre qui est l'Appel de Cthulhu, mais version... on fait nos propres choix, quoi. Et donc là, on part pour une expédition. Merci vraiment pour le raid. Hein. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on est plutôt dans une ambiance horreur. On ne sait pas si on va survivre à cette expédition. Yeah, merci le chat.
Donc, nous sommes partis pour une expédition. C'est le suspense. J'ai peur de ce qui va se passer. Est-ce que vous croyez qu'on va mourir lors de cette expédition? As-38, dis-nous. On vit l'histoire de l'appel du Cthulhu. Et c'est parti. Vous embarquez en quête de Riley, en compagnie de Père Juarez et de sa communauté de théosophes interlopes. Le voyage se révèle périlleux et extrêmement houleux, en raison notamment des tempêtes tropicales inattendues qui vous assaillent les premiers jours. Le San Juan Bautista est une goélette fragile, assemblée par des amateurs, ce qui vous laisse penser que vous n'avez peut-être pas pris la décision la plus avisée. Après 4 jours de navigation laborieuse, une nappe de brouillard impénétrable engloutit l'horizon et vous voilà pris au piège d'une mer d'huile. La surface noire et lisse comme une assiette de soupe empeste le poisson et les algues en décomposition. Quand vous vous penchez au-dessus du bastingage, vous avez l'impression d'être épinglé dans un décor de théâtre. Le bateau ressemble à un accessoire fixe au milieu d'un petit bassin en dossal. Chaffez, un marin portoricain obtus qui fait office de capitaine, semble incapable de reprendre le cap. Il ne souffle pas le moindre brise, et l'équipage commence à s'impatienter. Pour couronner le tout, la boussole ainsi qu'une grande partie de vos instruments magnétiques ont cessé de fonctionner et pointent chacun dans une direction différente sans raison apparente. Le brouillard ne permet pas de trouver les points cardinaux, et c'est à peine si vous distinguez vos amis. Lorsque vous pensez que la nuit est tombée, une lueur verdâtre d'origine indéfinissable apparaît à tribord, telle une aurore polaire, égarée sous les mauvaises latitudes. Le père Juarez s'approche de vous. Nous ignorons quelle direction prendre, monsieur Stonstone. Pourquoi ne pas nous donner un coup de main? Alors que faisons-nous? Est-ce qu'on va suivre cette étrange lueur apparue dans le ciel ou au contraire? Cette lumière nous semble terriblement menaçante et on fait le make-up opposé. Que faisons-nous? On suit? On suit. Merci. C'est parti. Alors, 63. Vous êtes convaincu que ce scintillement verdâtre est un signal. Il ne s'agit peut-être pas d'une manifestation de la cité de Riley, mais il représente au moins un phare vers lequel diriger la fragile proue du San Juan Bautista en ces instants de désespoir. Une brise légère et favorable ne tarde pas à gonfler les voiles auxiliaires du navire, vous permettant ainsi de laisser derrière vous l'impénétrable banc de brouillard. C'est peut-être un signe que votre chance, ou la preuve que quelque chose, ou quelqu'un vous guide vers un destin incertain. Bientôt, la clarté émeraude des aurores boréales dessine au milieu de l'océan les contours d'un récif qui n'apparaît pas sur les cartes. Les théosophes, devenus marins amateurs, entrent dans une transe inexplicable à la seule contemplation de cette sinistre silhouette cyclopéenne. Tout semble indiquer que Riley se trouve enfin à votre portée.
Le père Juarez est le seul à demeurer circonspect. Le San Juan Bautista atteint un bras de terre et dans une violente secousse s'échoue sur un banc de sable vaseux. Vous êtes entouré d'un sol inconsistant, instable, jonché de poissons morts et de carcasses d'autres créatures marines nettement plus exotiques, sans doute abyssales, présentant une morphologie qu'il ne vous a jamais été donné d'observer. Conscient que le bateau ne peut aller plus loin, vous débarquez sur la plage fangeuse, à l'odeur nauséabonde, et vous dirigez vers le cœur de l'île. Ça sent quand même la fin. Hein. Ça sent nettement la fin. L'île est un véritable cimetière de poissons dont les cadavres paraissent pétrifiés dans les contreforts de la gorge par lequel vous montez. Vous avez à peine parcouru 2 kilomètres que vous apercevez au loin une sorte de promontoire escarpé au sommet duquel s'élève l'objet qui émet ses scintillements verdâtres. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une statue ou d'un monolithe, un monument païen érigé sur ce pic par une tribu de pêcheurs antérieure à l'homme de Piltdown. Vous gravissez péniblement la pente raide et après plusieurs heures d'effort, vous voilà face à face avec le monolithe. Haut de 2,50 m, il représente une créature ictoïde, un mélange d'humains, de poissons et de batraciens, doté de mains palmées, d'yeux globuleux, de lèvres épaisses comme celles d'un crapaud et d'une peau écailleuse. Son corps musculeux suintant le mâle dégouline d'un limon verdâtre que laisse entendre que l'atoll a brusquement surgi des eaux après être resté immergé pendant une éternité dans les abîmes océaniques. Intrigué, vous examinez la statue quand une espèce de chant spalmodié attire soudain votre attention. Le sommet sur lequel vous vous tenez est le point culminant de l'île et derrière l'idole de pierre, la pente abrupte descend vers un temple cyclopédien à l'architecture impossible et aux formes esquériennes. Au même instant, les milliers de poissons en décomposition sur le sentier que vous avez emprunté commencent à se tordre et à frétiller comme s'ils étaient frits vivants dans une poêle. Le martèlement caoutchouteux de leur corps contre la roche, mêlé au chant impie s'élevant du temple voisin, fait vaciller votre raison, car ce que vous avez sous les yeux est impossible. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le culte ancestral, descendez. Si vous redoutez que ce lieu de folie présente un danger pour vos vies, faites demi-tour et regagnez le San Juan Bautista. Qu'est-ce qu'on décide de faire ? Est-ce qu'on descend dans le temple ou est-ce qu'on fuit ? Là, j'ai pas d'avis. On descend dans le temple ? Alors, je vais vous montrer pendant que vous choisissez. C'est l'illustration. Hop, voilà. Qui, encore une fois, est magnifique. Voilà. Non, j'adore ce livre. Il est vraiment magnifique. On finit en beauté. On finit en beauté. Bien décidé à résoudre ce mystère, l'équipage du San Juan Bautista et vous dévalez la pente de l'autre côté de la crête en direction de la pyramide Maya qui se dresse au fond de la vallée ombragée. La descente, comme la montée, est parsemée de poissons morts, de coquillages brisés, de crustacés et de petits mammifères marins déchiquetés. Certains squelettes présentent des formes si exotiques qu'ils appartiennent certainement à des ères géologiques bien antérieures à celles de l'homme. Parmi les restes fossilés pousse une épaisse végétation qui ressemble à des algues. Loin de participer au processus normal de la photosynthèse, ces plantes dégagent des relents de marée nauséabonde, une odeur d'eau croupie qui vous déclenche, ainsi qu'un bon nombre d'autres marins, une nausée incontrôlable. En avant,
hurle le père Juarez, en proie à une extase religieuse que vous vous présentez irréversible. Au fur et à mesure que de votre approche, les cris et les chants exaltés ont gagné en intensité. Désormais, alors que l'ouverture rectangulaire noire qui mène à l'intérieur du temple n'est plus qu'à 2 pas, la litanie blasphématoire atteint son apogée. À la langue inintelligible dans laquelle ce psaume est récité se mêle une lente et répugnante mélopée. À l'instar de l'idole sur le promontoire, les murs de la pyramide sont glissantes, glutineux, exsudant une substance séminale veille de millions d'années. Le père Juarez s'arrête devant le portique, mais seulement pour lancer ses dernières instructions. « En avant !» répète-t-il. C'est la même transe hypnotique qui vous a conduit jusqu'ici. Dans un multiple sursaut de lucidité, vous changez d'avis, mais la horde mystique exaltée vous pousse à l'intérieur du temple. Voilà l'image. Et je vous dis la suite. À l'intérieur du temple se déroule une sorte de rituel païen. Vous engouffrez dans un corridor plongé dans l'obscurité, mais bientôt la lueur des dizaines de torches accrochées au mur éclaire l'impressionnant édifice de l'intérieur. Il s'agit d'un temple pyramidal mesurant quelques 25 cm de haut. 25 mètres de haut. Au centre, une sorte d'autel de pierre sculptée de motifs intriqués et de couverts de hiéroglyphes est placé d'une idole qui ressemble en tout point à celle que vous avez vue au sommet de la montagne. Un monstre de 2,50 mètres, au corps robuste et musculeux et aux traits ectoïdes, bien qu'indéniablement humains. Une peau écailleuse, des mains palmées, une courte crête recouvrant une échine verdâtre, des lèvres épaisses, des yeux exorbités. Soudain, cette nouvelle idole tourne la tête à gauche et à droite et ouvre les bras. Saisi d'effroi, vous comprenez qu'il ne s'agit pas là d'une représentation d'un dieu marin, mais du dieu en personne. La créature exude la même substance verte et visqueuse que le totem sur la montagne et les murs du temple et émet une sorte de coassement monotone et répétitif qui vous transperce le cerveau. On dirait un gramophone mal réglé jouant à faible vitesse. Troublé par la silhouette imposante de cette créature des abysses, vous tournez les talons, prêt à détaler. Mais il est trop tard. Une multitude d'êtres difformes, de créatures hybrides dont la constitution génétique mêle sans doute des attributs de poissons, de batraciens, d'amphibiens et d'humains, a désormais envahi le chemin menant à la sortie. Ils ressemblent aux dieux sur l'autel, à la seule différence qu'ils mesurent la même taille que vous. Mais ils sont vraiment très nombreux. Ils paraissent surgis des murs, de galeries d'obscurs creusées dans le sol, des entrailles même de cette catacombe suintantes et suffocantes. Ils arrivent par centaines. Vous distinguez quelques mots, inintelligibles tandis qu'ils poursuivent leur litanie impie. Ya Dagon Tulu. Ya Dagon Tulu. Ya Dagon Tulu. Comment avez-vous pu ne pas les voir en entrant dans le temple? Vous apercevez alors que leur peau écailleuse se confond aisément avec le vert terreux des murs. Dagon, le dieu poisson qui se dresse au sommet de l'autel, émet un ultime croissement. L'heure du sacrifice est venue, et les membres répugnants de cette race inconnue ont déjà élu leur victime propitiatoire. Vous. La multitude hybride se jette sur votre groupe. De leurs mains palmées, ils vous frappent, vous secouent, leurs yeux globuleux roulant d'impatience dans leurs orbites. Affaiblis, couverts de 1000 griffures et morsures sanguinolentes, vous vous retrouvez à genoux devant le dieu Dagon. La dernière chose que vous voyez est sa gueule béante, hérissée de dents, qui s'ouvre à une vitesse inconciliable avec son apparence boursouflée. Et c'est la fin. C'était pas mal.
C'était méga cool. Ouais, ouais, ouais. C'était super cool. J'ai vraiment adoré. C'était super cool. Il y a plein d'autres fins. Vraiment, il y a plein d'autres fins qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas fait. Non, mais c'est vraiment cool. J'ai adoré. Je, j'ai été, enfin après, je rentre très vite dans des émotions, mais j'ai été prise par l'histoire, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Cette fin était, ouais, elle était légendaire. Alors, ce que vous voyez pas, c'est que à la fin, il y a un bestiaire avec des images. Il y a des images des personnages aussi, donc, dont on a parlé. Donc, voilà. Il y a plein de fins qu'on n'a pas fait. On pouvait donc partir du bateau, enfin faire demi-tour. Bref, franchement, top, 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 top. Les images sont vraiment magnifiques. Donc, on a vraiment des illustrations très, très belles. Donc, voilà. Donc, je vous montre un petit peu toutes les images. Hein. Mais on a vraiment des images magnifiques. Je trouve que le livre est super bien fait. Ouais, vraiment, c'est une belle découverte, quoi. Une belle découverte. Ah oui, pardon, je vais baisser la musique. Ouais, c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, quoi. Non, franchement, le livre, il était top. Hein. Voilà. Donc, c'est L'Appel de Cthulhu dans la version, enfin dans l'édition Choose Cthulhu. Et c'était du coup l'équivalent d'un livre dont on est le héros en fait. Donc on choisit. Bonjour le tavernier. Dont on choisit en fait la suite de l'histoire. Bah écoute, Jess, merci énormément. Ça me ferait énormément plaisir. J'ai vraiment kiffé. Et j'ai kiffé de partager ça avec vous. Et je pense que on va faire les autres, du coup. Il existe, je sais pas combien il en existe. Il y en a pas mal à la librairie où je vais d'habitude. Donc voilà. Donc je pense que ça va être cool. Et puis, c'est bien écrit, hein. 9 en tout.
Bon, bah c'est parti pour au moins 9 lives sur l'édition Choose Toulouse. Mais on a encore plein de choses à découvrir parce que on pourra les refaire hein, pour trouver les autres chemins. Donc voilà. Non, j'aime bien l'écriture, ça met dans l'ambiance, ça permet de rentrer dans cette ambiance de folie. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais regarder combien il y en a. Hop. Alors là, j'en vois 7. 7. Il semble qu'apparemment, il y en a 7. Donc voilà. Je sais pas comment vous avez trouvé l'ambiance, comment vous avez trouvé l'histoire. Voilà, si ça n'a pas été trop ennuyant d'écouter me raconter l'histoire, d'écouter ma voix. Donc voilà. Mais ça a été vraiment cool. Ça a été vraiment très appréciable. Et oui, c'était 10 fois mieux que Gary. Ah ouais, non, ça c'est clair. Alors il n'y a pas photo. C'était vraiment 10 fois mieux que Gary. Et j'ai hâte de faire les autres, j'avoue. J'avoue. J'ai vraiment hâte de faire les autres. C'était vraiment un bon moment. Et de toute façon, on va rester dans l'ambiance Toulouse hein, pour certains du chat, hein, puisqu'on va se voir pour un petit one-shot Toulouse. Il faudra que je vous fasse passer les pré-tirés. Je vais le faire là ce soir. Et donc on va rester ce week-end dans l'ambiance. Donc voilà. On se revoit pour Gary mardi prochain. Alors du coup Gary va paraître très fade là. Ça va. Je pense que si le tome 2 de Gary n'est pas à la hauteur, je pense que je ne continuerai peut-être pas le tome 2 et qu'on passera au tome 3 directement pour voir s'il y a une amélioration de l'écriture au fil des tomes. Mais on va pas trop s'attarder. Donc voilà. Et du coup, on se retrouvera très rapidement, si je peux, jeudi prochain. Mais là, je n'assure pas pour un autre Toulouse. Alors, soit un JDR solo, soit un livre dont on est le héros si je suis passée par la librairie d'ici là. Voilà. Voilà. En tout cas, c'était bien cool. Je vais vous laisser. J'ai vécu beaucoup d'émotions. Alors j'adore, c'est vraiment le grand avantage d'être hyper émotionnelle comme moi, c'est que même en lecture, je vis énormément d'émotions. Donc j'espère que j'ai pu vous faire passer un petit peu ces émotions, que vous avez vécu un petit peu les choses à travers ma voix. Donc voilà. Et sinon, n'oubliez pas, premier épisode de Roll and Play, là, ce soir. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut y aller. C'est bientôt. Et sinon, on se revoit mardi prochain à 18h pour les suites de l'histoire de Gary. Et sur ce, j'espère que vous allez passer une super soirée. Dans 1 minute 40, Roll and Play, c'est ça? C'est Roll and Play qui est dans 1 minute 40. C'est sur YouTube Première, je crois.
enfin sur YouTube tout court. Donc, allez voir Roll and Play sur YouTube. Et sinon, nous, on se retrouve le mardi prochain à 18h pour la suite de Gary. Et merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'ayez pas trop peur ce soir.